J'arrive pour me présenter, puis il me serre la main, il dit « Salut Louis, félicitations ». J'ai dit « Attends une minute, parce que je suis pas sûr qu'on s'est déjà vu ». Il dit « Ah non, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais toi, je te connais. Ce que vous avez fait, c'est phénoménal, félicitations ». Alors là, je dis « Mon Dieu, je dis, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, ben, c'est lui qui me dit « Écoute, vous avez réussi ce que tout le monde pense doit être le futur. Vous avez réussi ce sur quoi plusieurs se sont cassés les dents avant. Alors, c'est exceptionnel. » Donc, bienvenue à tous au 309e épisode du podcast Hypercroissance. Et oui, 309 épisodes qu'on a sortis jusqu'à maintenant. Toujours un chiffre qui, je le répète, m'impressionne semaine après semaine. Mais aujourd'hui, on ne veut pas parler du nombre d'épisodes qu'on a fait, mais on veut davantage parler de l'entretien qu'on va avoir avec Louis Brun. Louis Brun, qui est président de l'entreprise Solum. Vous allez voir, c'est une organisation et c'est une discussion également qui est encore orientée sur, bien entendu, l'hypercroissance, mais également le changement qu'une entreprise peut faire par rapport à la planète, par rapport à des industries qu'on pensait qui étaient impossibles à modifier et à changer à travers les années. Littéralement, c'est là que Solum est venu s'installer. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le parcours de Louis Brun, un parcours qu'on va pouvoir décortiquer pendant environ 1 heure ensemble aujourd'hui, vous allez vous apercevoir que c'est ce qu'on appelle un entrepreneur en série. Louis n'est pas à sa première entreprise avec Solum. Au contraire, il en avait déjà dirigé et présidé 3 autres dans le passé. Il a été capable même de faire des sorties avec des très, très gros joueurs américains. Il sait de quoi il parle quand il parle de bâtir une organisation technologique, changer le monde, ultimement même revendre l'entreprise. Bref, c'est quelque chose qu'il connaît. Et ce qui est très intéressant, et vous allez le voir dans l'entretien, ultimement, Louis était à la fin d'un projet et il a rencontré par hasard 3 jeunes qui étaient en train de développer une solution dans le domaine de l'éclairage. François Roy-Moisan, Gabriel Duprat et Jacques Poirier, qui sont maintenant ses associés. Il les rencontre dans une université à Montréal. Je pense que c'était l'ETS. Et ils discutent ensemble. Ils se rendent compte qu'il peut y avoir une chimie, une synergie assez intéressante entre les deux parties, entre les 3 cofondateurs et bien entendu Louis. Les gars ont une solution, mais il manque peut-être quelqu'un qui peut diriger et présider une entreprise pour l'amener à un autre niveau. Et c'est là que Louis s'est installé. Et tranquillement, on est capable de voir qu'ils bâtissent l'entreprise, bâtissent la solution, bâtissent l'infrastructure. Et à un certain moment, au courant des années 2020-2021, il y a un coup de circuit qui se déroule. Ils sont capables de faire quelque chose que personne dans leur catégorie avait été capable de faire avant. Et ça met Solum sur la map. Et tranquillement, par la suite, ils se sont mis à gagner de plus en plus de contrats, être connus, lever des sommes plus importantes au niveau du financement pour accélérer leur croissance. Un entretien des plus fascinants, encore une fois. J'espère que vous allez aimer notre discussion que Louis et moi, on a eu pendant à peu près 1 heure ensemble. Et comme je vous le demande à chaque semaine, si vous pouvez vous abonner, partager le podcast également avec vos collègues dans le monde des affaires, ce serait excessivement apprécié. C'est le petit cadeau que vous pourriez me faire avant l'entretien du jour. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Louis Brun, tu es président et cofondateur de l'entreprise Solum Technologies, une organisation spécialisée dans l'éclairage LED. Lancée en 2015, l'entreprise a à ce jour levé plus de 40 millions de dollars canadiens afin de révolutionner sa catégorie. Vous éclairez également à ce jour plus de 100 acres partout dans le monde. Louis Brun, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci Antoine, c'est un plaisir d'être là. Et Louis, ton entreprise est spécialisée dans le domaine des solutions d'éclairage, spécifiquement pour les serres. Est-ce que c'est possible pour toi de bien expliquer, peut-être même de résumer à notre audience, qu'est-ce que votre entreprise fait au quotidien? Alors, Solum a développé une solution d'éclairage intelligent au Dell. Donc oui, on est au Dell, mais l'élément important, c'est que le système est intelligent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'éclairage, lui, peut s'adapter au courant d'une journée, au courant des jours, au courant des semaines, des saisons, afin d'ajuster la lumière en tant que telle, en termes d'intensité, mais surtout en termes de mélange spectral. Hein, la lumière, c'est la mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, donc, c'est ça. Donc, notre technologie intelligente, qu'est-ce qu'elle a? Elle a été optimisée pour l'éclairage dans les serres. Donc, qui permet d'optimiser le flux photonique, hein, parce que les plantes, eux, c'est des photons qu'ils perçoivent et non pas de la lumière. Et puis, d'optimiser ce flux photonique-là de façon à ce qu'il y ait augmenté la productivité en serre,
de la façon la plus éco-énergétique possible. Et on va avoir le temps d'en parler en profondeur aujourd'hui de Solum Technologies, mais j'aimerais recommencer peut-être un petit peu plus à la base, Louis, parce que il y a ton parcours et il y a Solum, deux sujets qui sont extrêmement fascinants à regarder ensemble aujourd'hui. On va commencer avec ton parcours. Donc, Solum, c'est loin d'être ta première start-up. Tu as cofondé et présidé 3 entreprises avant de t'intégrer à Solum, et je les nomme Lipso, Neuralytics System et Universel. Peut-être certaines d'entre elles ont été plus importantes que d'autres, on y reviendra, mais j'aimerais peut-être que tu nous ramènes au début des années 2000 et nous parler un petit peu du lancement de ta première organisation, Lipso, si je me trompe pas, et nous dire c'est quoi qui t'a poussé à te lancer et à faire surtout le saut en affaires, parce que j'ai vu qu'avant ça, tu avais travaillé dans des entreprises. En fait, Lipso, c'est ma deuxième entreprise. Ah, il y en avait une autre avant. Ben, Okay. Universel est venu avant Lipso. Alors, si tu veux venir à la genèse de l'entrepreneurship, c'est à la fin des années 90, moi, je déménage à Montréal, et puis j'ai déjà une jeune famille. Et le contexte était, je vois l'effervescence des nouveaux réseaux de téléphonie mobile à l'époque. Hein. Il y avait Fido, il y avait ClearNet, il y avait tous ces joueurs-là, avec des grandes promesses d'innovation. Puis moi, j'ai été interpellé par ça. Je me suis dit, wow, ça va être incroyable tout ce qu'on va pouvoir faire avec des téléphones. Donc, à la fin des années 90, j'ai lancé une première entreprise. Puis je me suis mis à développer vraiment des applications très avancées. Mais Universel, il a fallu que je mette mes idées à un moment donné en pause parce que vous savez que mon niveau d'innovation était un peu trop avancé par rapport au marché. 98, je travaillais déjà avec des compagnies en Californie et en Finlande, puis je développais des plateformes, des applications d'information géocontextuelles sur les téléphones. Alors, toi et moi, on sait bien que ce type d'application-là a vraiment connu son émergence en 2008 quand le iPhone est donc, j'ai mis ces choses-là. Puis, c'est là, par contre, où, au début des années 2000, après avoir fait un passage de 2 ans chez Ericsson, j'ai vu qu'il y avait un contexte économique qui changeait. Et puis, c'est là où j'ai décidé de partir Lipso. Après 2 ans chez Ericsson, j'ai connu énormément de succès à lancer des nouvelles lignes de produits. Là, c'est là où j'ai vu que mon acuité à bien comprendre les opportunités de marché, puis comment technologiquement on peut les saisir, puis quand le timing est là, c'est là qu'on a une combinaison gagnante. Alors, je quitte Ericsson pour partir Lipso. Et puis, Lipso, qu'est-ce que ça faisait? C'était une plateforme de messagerie. Donc, en termes de complexité technologique, beaucoup plus simple que ce que Universel a fait. Mais en termes d'opportunités, ben, le marché était prêt à recevoir ce niveau d'innovation-là. Donc, Lipso a rapidement eu du succès avec des premières plateformes de messagerie qui faisaient le pont entre l'Internet et les réseaux mobiles, qui a permis le vote par SMS, les alertes, toutes ces choses-là. Et parle-moi un petit peu de Lipso. Comment s'est déroulé le parcours de l'organisation? Quel était ton rôle essentiellement dans l'entreprise? Tu pilotais le développement? Tu pilotais le produit? Donc, j'étais vraiment en charge au niveau là, de tout ce qui était beaucoup plus au niveau positionnement du produit, développement de la plateforme, développement technologique. Et puis, progressivement, un peu d'aide de marché, on réussit à faire des projets à succès. Puis là, ça m'a permis d'amener l'entreprise jusqu'à un certain niveau avec un partenaire de l'époque. Puis, vers 2003, il y a eu une opportunité où l'entreprise souhaitait avoir une direction beaucoup plus médiatique, donc devenir plus un média qu'une entreprise technologique. Moi, je suis plus quelqu'un de technologique. Là, ben, j'ai eu une opportunité, moi, à ce moment-là, d'avoir ma première sortie, comme on appelle dans le milieu. Il y en a eu quelques-unes. Alors, j'ai saisi l'opportunité et puis c'est comme ça qu'après ça, je suis passé après ça j'ai poursuivi mon chemin encore dans le milieu technologique. Neuralytics, ça a été ton chemin que tu as suivi quelques années après. 2006, plus précisément, je pense que tu as lancé l'organisation. Donc, pour les gens qui nous écoutent, Neuralytics System, une entreprise qui trouvait son expertise dans l'intelligence de données, encore une fois, dans le monde des appareils mobiles. Tu me corrigeras si je me trompe. Qu'est-ce qui t'a poussé à retourner un petit peu là-dedans et sentir qu'ici, il y avait peut-être une opportunité encore plus importante? Alors, quand je suis sorti de l'Ipso, j'ai pris une pause de l'environnement de télécommunications mobiles. Je suis resté dans le domaine des startups. Je suis plutôt allé travailler à l'étranger pour justement plus développer cet aspect-là de mon expertise.
Donc, j'avais basé en Europe, à Paris, j'ai aidé une entreprise logicielle de Montréal à justement faire pénétrer son produit sur le marché européen et du Moyen-Orient. Au niveau de l'entrepreneurship, on a un réseau où on a d'autres entrepreneurs. Donc, j'avais plusieurs échanges avec un bon ami à moi. Et puis, de fil en aiguille, on a tous les deux, on devenait un peu à la recherche d'un nouveau projet en 2006, au moment où je suis revenu à Montréal après quelques années en Europe. Et qu'est-ce qu'on a vu ensemble en 2006, c'est que bientôt, il y allait avoir l'émergence de l'Internet sur les téléphones mobiles. Puis là, on s'est dit, bon, les opérateurs bientôt vont faire face à un nouveau défi qu'ils connaissent pas. Ils ont eu énormément de succès à déployer des réseaux de téléphonie mobile, à faire l'architecture de leur réseau basée sur des paramètres qui sont la voix, qui sont basés sur des architectures de réseaux de signalisation. Là, quand l'Internet va devenir mobile, c'est tout un trafic absolument différent, puis qui va leur créer énormément de défis. Alors, la vision était ça, c'était de mettre en place une plateforme qui allait pouvoir analyser le trafic data sur les réseaux mobiles, puis permettre à l'opérateur de comprendre qu'est-ce qui se passe sur son réseau afin d'améliorer la qualité de ses opérations, d'améliorer son déploiement, d'améliorer la qualité du service aux clients. Donc, en fait, on est en 2006, puis on a vu avant le temps l'émergence d'Internet mobile que de iPhone et des autres appareils allaient créer 2-3 années plus tard. Effectivement, vous étiez visionnaire, droit dans le mille. Quelques années plus tard, on le sait, le iPhone sort. Par la suite, l'émergence des applications, l'émergence par la suite des plateformes sociales qui s'intègrent au mobile et qui prennent une grosse part de marché. On pense au Facebook ou Instagram de ce monde. Les choses vont tellement bien pour vous, vous attirez l'attention de gros joueurs américains. Et là, j'ai peur de massacrer le nom de l'entreprise. Je vais faire mon mieux. Mais il y a Guavus qui est installé dans la Silicon Valley, qui, après quelques années, s'intéresse, vous fait une offre d'achat et finalement fait l'acquisition de l'organisation. Peut-être que tu pourrais nous ramener un petit peu à ces années-là, nous dire, premièrement, on parle de quelle année ici, quand tout ça a été fait, comment les démarches également ont commencé de leur côté pour, au final, faire en sorte que vous les intéressiez tellement qu'ils vous déposent une offre d'acquisition. Si on revient un petit peu avant l'acquisition, donc celui on connaît avec notre plateforme beaucoup de succès puis de traction, d'abord au Canada. Donc, Bell est devenu un client fort pour nous. Et puis, en termes de nombre d'abonnés, Bell, au Canada, on n'a pas des gros opérateurs. Les opérateurs vont avoir 5, 6, 8 millions d'abonnés. Donc, mais en termes de géographie, c'est immense. Donc, on réalisait là une percée technologique qui était importante. Et puis, je dirais que on a eu beaucoup de traction sur le marché de l'Asie. Et donc, les opérateurs là-bas qui étaient en forte croissance, qui investissaient beaucoup, ont vu plus qu'ailleurs les bénéfices d'utiliser la plateforme de Neuralytics. Alors là, on est rendu 2011, on a levé 20 millions de dollars jusqu'à maintenant. On commence à accélérer la commercialisation. Neuralytics est bien connu dans l'industrie. Il y a quelques compétiteurs sur le marché, mais c'est très niché. Ce qu'on fait, peu de gens sont capables de le faire. Puis, c'est dans ce contexte-là où on est approché par Guavus. Donc, il y a des membres de l'exécutif de Guavus. On a des relations communes. Et puis, à travers ces relations communes-là, on est mis en contact avec les dirigeants de Guavus. Puis, je dirais que dès la première rencontre, on voit une synergie. Guavus est une entreprise qui fait des choses similaires à Solum. À Neuralytics. Petit lapsus ici, ouais. Alors, les deux, on est des plateformes d'analytique qu'on appellerait aujourd'hui DI sur les réseaux de télécommunications. Mais Guavus le fait sur les réseaux fixes. Solum le fait sur les réseaux sans fil. Guavus le fait du côté architecture, réseau, infrastructure. Solum le fait au niveau trafic, comportement, usage. Et puis, Guavus est très fort sur le marché américain, évidemment. Et puis, Neuralytics est très fort sur les marchés internationaux. Donc, il y a énormément de complémentarité. Puis, un autre élément qui a vraiment beaucoup intéressé Guavus, c'est la qualité des ressources. Guavus sont 200 personnes. Solum, on est 30.
mais Neuralytique. encore une fois, Neuralytique est Mais on voit que tu l'as sur le cœur. On l'a que tu l'as sur le cœur, ça, là. C'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est ces éléments-là qui ont vraiment attiré. Et puis, on était rendu à un moment, on avait levé 20 millions, mais on passait à une autre étape de commercialisation où nos besoins allaient encore augmenter. Et puis, avec nos investisseurs, on avait la possibilité ou de réinjecter des fonds ou de joindre nos forces. C'est ce qu'on a décidé, c'est que la meilleure approche était de joindre nos forces à Guavis. Donc, ça s'est fait comme beaucoup d'organisations. Vous étiez peut-être en train, encore une fois, de relever de l'argent. C'est souvent comme ça que ça arrive. On arrive peut-être sur une ronde d'investissement et finalement, ça se transforme en acquisition. Est-ce que c'était quelque chose dans ce style-là qui s'est mis en place? Oui. C'est souvent... on fallait regarder la prochaine phase de croissance. On avait des discussions pour justement avoir des fonds additionnels. Et puis, c'est un peu aussi comme ça, on rencontre plusieurs fonds d'investissement. Puis tout à coup, un de ces fonds, on était souvent dans la Silicon Valley pour rencontrer des investisseurs là-bas. Là, tout à coup, en rencontrant des gens, mais ce que vous faites, ça ressemble à Guavus. Là, tout à coup, on se met à rencontrer les autres investisseurs. Les philosophies se rejoignent. Et puis, c'est là-dessus que la décision s'est prise. Et puis, ça a été une belle aventure. Belle aventure, une belle sortie. Comment Louis Brun se sent à ce moment-là? Est-ce qu'on est en pré-retraite ou on pense déjà à le prochain projet, la prochaine aventure? Non. La retraite, c'est pas une notion avec laquelle... C'est pas un mot que j'ai vraiment dans la tête. Et puis, quand je suis dans un projet, je suis vraiment engagé dans mes idées, sont toutes là. Je suis pas le genre de personne qui va penser à partir d'autres idées. Donc, à ce moment-là, je suis d'abord, dans une première année, il est entendu que j'ai des choses à livrer. Donc, c'est une transaction qui est importante. Et puis, ce qui est sur la table, c'est je dois être là pour au moins 1 an pour livrer l'acquisition. Donc, on a des revenus à livrer, des clients à livrer. Il y a aussi un élément important pour Guavus dans leur acquisition de Neuralytique, c'était les employés. Donc, je devais garantir la rétention des employés. Puis la qualité est vraiment là. 1 an et demi après la fusion des deux entités, le responsable des finances chez Neuralytique était rendu le responsable des finances de Guavus jusqu'en Californie. Le responsable marketing de Neuralytique était rendu responsable du marketing de Guavus à l'international. Mon architecte était rendu l'architecte dans le C-Chef. Je pense que ça, c'est un beau témoignage justement de la qualité des gens qui avaient ici. Alors moi, ma première année, je la livre. Puis, ce qui a été extrêmement intéressant dans l'aventure Guavus, à partir du moment où j'avais livré justement l'acquisition, les opportunités que j'ai eues. Donc, à la fin de la première année, j'ai des discussions avec le conseil d'administration. La croissance va bien chez Guavus, mais on doit restructurer les opérations internationales. On dit, Louis, ça te tente de prendre ça en charge. Alors là, on a... donc, ma 12e année, ça a été justement ça. Ça a été de prendre en charge toutes les opérations de Guavus, vente et opérations à l'extérieur des États-Unis. Canada, l'Europe, mais tu n'avais pas à le l'Asie. faire. On s'entend que c'est une offre qui t'ont fait. Je veux dire, ton earn-out, entre parenthèses, était sensiblement terminé à ce moment-là, c'est ça? Exactement. Donc, moi, j'avais signé pour 1 an, mais donc, disons-le comme ça. Mais à la fin de cette année-là, on m'a offert comme ce défi-là. Puis alors c'est quelque chose, je voyais exactement qu'est-ce que j'avais à faire. Le défi m'enchantait. Ça a été une période fantastique où je voyageais de façon effrénée. Alors, c'est sûr que quand on fait ça, faut vraiment être prêt, faut t'engager. Si on est dans une famille, dans un couple, faut que ce soit une décision ensemble parce que c'est hors norme. C'est des choix. Je donne un exemple juste pour que les gens juste un peu... cette année-là, j'étais à l'extérieur, donc dans des hôtels ou en avion pendant 180 jours. C'est une journée sur 2. Je me rappelle une fois, je soupe à la maison avec la famille, avec ma conjointe, les enfants. Mais après le souper, moi je quitte, je pars, puis il
pensaient que je sortais, j'allais tout simplement pour... j'avais une petite sortie ce soir-là, mais je m'en allais prendre l'avion, je partais pour Paris. J'avais des rencontres toute la journée, puis le lendemain, j'étais revenu pour souper. Oh, wow. Alors là, tu sais, j'arrive, Intense. je dis, comment ça a été ta journée? Je dis, ben, j'étais à Paris. Alors, il y avait absolument des rencontres qui devaient avoir lieu. C'était en face à face. Mais, alors, tous ces éléments-là, des histoires à la up in the air, j'en ai plusieurs à raconter. Avec du recul, crois-tu que la majeure partie de ces rencontres-là aujourd'hui se ferait en rencontre virtuelle ou encore une grande partie de ces rencontres-là doivent se faire en face à face? Je pense qu'il y en a encore une bonne partie qui doivent se faire en face à face. Quand tu as une relation établie, quand tu fais du suivi de dossier, tu sais, peut-être que tu peux avoir une discipline puis une routine où les rencontres se font en ligne. Moi, je suis souvent, tu sais, au niveau du développement des affaires, en train de développer des nouvelles relations, en train de tisser des nouveaux liens, en train de travailler des nouvelles opportunités. Ces choses-là, quand tu veux les faire avancer, à un moment donné, le contact doit se faire. Les discussions doivent avoir lieu en personne. Tu dois sentir la personne avec les gens avec qui tu parles. Puis, je pense que quand je repense à ça, puis en plus, quand il y a des cultures différentes, je veux dire, je partais en France, je partais en Angleterre, je partais à Singapour, je partais à Hong Kong, je partais à Dubaï. C'est tous des gens, des cultures différentes, des choses différentes. Donc, je pense que peut-être ça aurait diminué de 20-30% mon déplacement, mais pas plus que ça. Et là, tu gères ce département-là. Tu le fais pendant quelques temps. Et dis-moi, c'est à quel moment que ça te frappe de dire, tu sais quoi, l'entrepreneuriat, ça me manque? En fait, après 3 ans, j'ai livré Neuroanalytics à Guavus. Ils m'ont donné des opportunités au niveau du développement de la gestion internationale. Ensuite de ça, j'ai pris la direction du développement corporatif de l'entreprise. Je dirais que quand ces 3 sujets-là ont été terminés, c'était comme, j'étais allé au bout de la question, puis c'était temps pour moi de passer à autre chose. Donc, janvier 2016, tout se fait de façon très cordiale. Puis je prends une pause. 2016 ou 2013? 2016. 2016, OK. La transaction avec Guavus s'est faite en décembre 2012. Donc, je suis resté là jusqu'en janvier 2016. Et là, tu pars de l'entreprise, tu as livré tes mandats. Et là, il y a un truc assez fascinant qui se déroule. On en parlait, toi et moi, dans une rencontre précédente. François Roy-Moisan, Gabriel Duprat et Jacques Poirier, ce sont 3 personnes que tu rencontres à un événement. 3 jeunes qui avaient pensé à une solution qui finalement deviendra Solum, mais il leur manque, et peut-être tu pourras l'expliquer, je pense que tu vas pouvoir l'expliquer bien mieux que moi, peut-être quelqu'un pour gérer la business, l'amener à un endroit où est-ce que ça peut être commercialement viable. Parle-nous un petit peu de cette rencontre-là et nous dire, finalement, qu'est-ce qui fait que tu as pris la décision de te joindre à Solum? Première partie, 2016, je prends une pause. Je prends une pause d'entrepreneurship. Je fais une réflexion aussi, qu'est-ce que je fais? Et puis, je me rappelle, même dans le temps des fêtes, là, genre décembre 2015, janvier 2016, avec ma conjointe, c'est elle qui me fait réaliser, voyons, c'est beau, c'est l'opportunité ici, puis l'opportunité là, mais c'est pas toi. C'est tu vas t'ennuyer. L'entrepreneurship, c'est toi, innover. Puis, toutes les entreprises que j'ai démarrées, je les ai toujours démarrées de rien, du début de la genèse. Puis là, c'est là où j'ai fait comme cette réalisation-là. Je dis, c'est vrai. Je vais repartir autre chose. Mais là, quoi? Alors, pendant toute cette période-là, de l'hiver 2016, où je me donne du temps pour réfléchir, c'est là où je me dis, ma force, c'est quoi la force? Ma force, c'est, je suis un ingénieur de formation, j'ai des études en finance, je suis très confortable avec tout l'environnement légal. C'est cette combinaison-là qui fait de moi un entrepreneur en technologie. Puis, avec tout ça, qu'est-ce qui me différencie? C'est que je comprends la technologie, mais ensuite de ça, qu'est-ce qu'il faut pour l'amener au marché? Qu'est-ce qu'il faut pour transformer une technologie, une compagnie qui va ensuite de ça représenter un grand potentiel de croissance? Ça, c'était ma force. Et je dis, mais je m'en vais dans quel domaine? Là, je voulais me trouver un projet, je voulais me trouver des partenaires qui, eux, avaient une acuité, une facilité technologique, puis qu'ensemble, on allait adresser les problèmes que là, la société commence à rencontrer. C'était important pour moi d'avoir cette fois-ci un projet qui allait avoir
un impact sur la société de par son innovation. Alors la rencontre, elle s'est passée comment? On est en mai, je visite le Santec, qui est un incubateur d'entreprise affilié à l'ETS. Puis, je rencontre plusieurs petites compagnies qui font plein de choses intéressantes. Et puis, c'est là où j'arrive face à face avec François Gabriel et qui me disent « Ah ben, nous, Louis, on a inventé le soleil. » Ben là, je les regarde, je dis « Ben, c'est beau. » Je dis « Ben, parlant du soleil, moi, je vais retourner dehors parce que là, on est dans le sous-sol, puis je suis un peu tanné des néons. » Fait que là, François insiste, il dit « Non, viens voir. » Donc là, il ouvre la porte de notre bureau, à l'époque, c'est un genre de petit laboratoire. Puis là, c'est là où j'ai comme une réaction un peu bizarre. Dès que je suis dans un sous-sol, je sais que je suis pas dehors. Mais moi, il ouvre la porte, j'ai l'impression que je suis dehors. Il y a comme la luminosité, elle a quelque chose de rassurant. Puis là, ben, quand on rentre, là, il y a tout l'équipement de laboratoire, tout ce que tu peux imaginer d'équipement geek. Mais il y avait des tomates puis des fraises qui poussaient. Les deux, ils me regardent avec un grand sourire. Ils disent, ben, on fait le soleil, puis ça fait pousser des plants. Alors, je te dirais que toute cette candeur-là, cette fraîcheur-là, et aussi cette capacité de pouvoir créer des choses au niveau technologique sans aucune inhibition, c'est ce qui m'a beaucoup impressionné du côté de Jacques-François Gabriel. Et de l'autre côté, eux cherchaient justement un partenaire, quelqu'un qui allait plonger avec eux dans l'aventure puis qui allait être capable de transformer leur technologie en une compagnie. Puis donc c'est comme ça, juin 2016, que je me joins à l'aventure solide. À quoi ressemblait un petit peu l'organisation, si on peut appeler ça une organisation à ce moment-là ou davantage un projet? Est-ce que ça l'avait déjà, selon toi, la force de devenir une grande entreprise ou c'était davantage qu'on pourrait considérer une très bonne idée, mais sans preuve de concept concernant sa commercialisation? C'était, il y avait plein de bonnes idées. Il commençait à avoir des revenus. Quand même. Alors, OK. mais ça manquait de direction. La créativité de mes associés, de François Gabriel, c'était, ben, en fait, rien n'était impossible. Donc, toutes les opportunités étaient bonnes. Alors, ça a permis de valider la technologie, ce qui est bien. Par contre, moi, ce que je leur ai dit, c'est que si je m'associe avec vous, c'est que moi, je vois là-dedans un potentiel, un grand potentiel. Les projets qui m'intéressent, c'est des projets où on peut développer une technologie qui va transformer une industrie. Puis c'est là où, je vais donner des exemples. Netflix a transformé comment on consomme aujourd'hui le média. Alors, maintenant, il y a plein d'autres plateformes de streaming. Alors, j'avais dit à François Gabriel, je dis, votre technologie a un énormément de potentiel. Oui, vous faites des revenus, mais il faut qu'on revienne un petit peu, qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va, puis se donner à ce moment-là un plan de match. Et puis, si ça vous intéresse d'embarquer avec moi, ben c'est ambitieux. On va devoir se trouver des partenaires financiers. On va devoir avoir une histoire et une vision claire pour nous permettre de justement avancer, lever les fonds qu'on peut, puis bâtir une équipe autour d'eux. Est-ce que ta vision de tout ça était une vision qui rapidement était partagée de leur côté ou ça les rendait peut-être inconfortables ou c'est des choses que eux-mêmes n'avaient pas pensé? Parce que toi, tu viens du jeu de on veut révolutionner, on doit lever de l'argent, c'est comme ça qu'on va être capable de changer une industrie, mais soyons honnêtes, ce n'est pas nécessairement quelque chose de naturel pour monsieur et madame tout le monde. Comment cette vision-là, ce plan argumentablement qu'on pourrait appeler très ambitieux, a résonné à leurs oreilles? Ça a très bien résonné. Je disais, ça les a rejoints immédiatement. Puis, c'est pour ça aussi que ça a fonctionné. Je me rappelle, à cette époque-là, François venait de faire un pitch à des investisseurs et tout ça. Puis, il y avait sa phrase choc à la fin de sa présentation, et où, tu sais, Solume, encore mieux que le soleil. Donc, on va dire que sa solution d'éclairage qui reproduit le soleil, ben c'est encore mieux que le soleil parce que tu peux avoir le soleil quand tu veux. Alors, il y avait déjà quelque part cette ambition-là. Et puis, là, moi, j'arrivais avec, ben, moi, à ce moment-là, je vois le plan pour se rendre là. Et puis, c'était ça qu'ils recherchaient. Je pense qu'il y avait, dans l'accompagnement qu'il y avait à ce moment-là avec le santé,
C'est un accompagnement qui les avait amenés aussi à réaliser leurs forces, mais leurs faiblesses. Leur faiblesse, c'était justement d'avoir quelqu'un qui allait pouvoir harnacher la capacité, l'opportunité de leur technologie et d'en faire un vrai projet d'entreprise. Fascinant. Et bon, j'aimerais qu'on parle peut-être un petit peu de la technologie de Sulum parce que j'ai fait quelques recherches là-dessus et bon, je me suis rendu compte que c'est une industrie qui n'avait pas eu tellement d'innovation pendant un bon bout de temps. Également, on peut voir que les solutions d'éclairage, ça demande beaucoup d'électricité, ça pollue très rapidement, puis la plupart d'entre elles ont des durées de vie assez courtes. Donc, clairement, ici, on arrive, et tu me pardonneras l'anglicisme, ici, face à un business case qu'au-delà d'avoir peut-être un potentiel d'être commercialisé, il y a vraiment un potentiel de faire un changement important, socio-responsable quasiment, là. Absolument. Alors, ce qui arrive, c'est que quand je me joins à Sulum, les premiers clients, on a des clients dans le domaine de l'art, et puis on a un projet pilote avec une ferme verticale. Et puis, ce qu'on fait, c'est la première étape qu'on a fait, c'est bon, on va prendre du recul, puis on va vraiment analyser les différents vecteurs. Puis c'est là où ça, c'est un message que je partage souvent avec des entrepreneurs en technologie. On peut régler tous les problèmes. Les opportunités sont toutes là, mais à un moment donné, il faut savoir choisir laquelle où on va concentrer d'abord nos efforts. Et puis, alors c'est un peu ça, on a exploré le domaine de l'art. On avait fait des projets pour justement éclairer des œuvres d'art, parce que là, on est capable de les mettre en valeur sans les détériorer. Marché très intéressant, mais peut-être la grosseur du marché, la valeur qu'on apporte par rapport au coût de la technologie est peut-être pas l'équation de ce fait, peut-être pas. On fait des projets au niveau du bien-être animal, des choses très intéressantes, des résultats concluants, mais c'est du côté des plans. Je dirais que le projet qu'on faisait dans une ferme verticale était justement, c'est là où on disait que le business, les bénéfices, le business case était le plus probant. Donc, alors, c'est là où on a décidé de concentrer nos efforts de façon très ciblée sur des plantes. Et c'est beau la technologie, mais après, il faut la faire connaître. Et je regarde un petit peu, on en a parlé également ensemble. Vous avez fait un très gros lancement en 2019-2020 de votre solution. Et très rapidement, tu me disais que l'industrie n'en revenait pas. Un des plus gros joueurs mondiaux est venu te voir, puis tu as littéralement posé des questions. Comment vous avez fait? Peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de ce lancement-là, nous dire également les répercussions qu'il y a eu et nous dire aussi, est-ce que ça vous a surpris d'avoir cette réponse-là? 2018-2019, après plusieurs projets pilotes, on est concentré sur l'agriculture. Puis, on a fait des projets avec des firmes en biotechnologie, dans des chambres de croissance, avec des fermes verticales. Puis, parallèlement, en analysant le marché, on constate que aujourd'hui, l'industrie de la serre, puis comme je le faisais remarquer plus tôt, est encore très traditionnelle au niveau de l'éclairage. On est en 2019, puis la majorité des serres sont encore éclairées avec des ampoules HPS qui génèrent beaucoup de lumière, mais qui consomment beaucoup d'énergie, dégagent de la chaleur. Ça prend du mercure quand tu fabriques ces luminaires-là, c'est pas vraiment éco-responsable. Alors, c'est là où on voit l'opportunité pour Sulum de se positionner de façon très précise. On va faire de l'éclairage complémentaire dans les serres. On va avoir un système d'éclairage qui est intelligent. Donc, alors que la révolution LED est arrivée un peu partout, elle est dans nos maisons, les voitures, il y a du LED vraiment partout. L'industrie agricole a besoin de se faire d'avoir cette évolution-là. Et on voit l'opportunité de justement pouvoir aller chercher. Par contre, dans le marché de la serre, c'est des grosses installations. Si, pour être crédible, pour qu'on t'écoute, on va te demander c'est combien de temps que tu existes, ou tu as déjà déployé, puis c'est quoi la grosseur de tes déploiements. Donc, c'était important, puis ça, c'était là en 2019, on a dit, va falloir qu'on fasse un gros déploiement, dans genre une grosse preuve de concept. On parle de 2 hectares. Ils disent, on va éclairer, puis on va montrer à tout le monde que notre technologie, ça marche. Donc, il fallait faire un gros projet. Plus, bon, tu sais, dans l'agriculture, dans les serres, on fait pousser des tomates, des poivrons, des concombres, de la laitue, toutes sortes de choses.
Alors là, on se rend compte dans nos recherches que dans toutes les plantes qui poussent en serre, c'est le poivron qui, lui, on fait pas pousser du poivron avec l'éclairage. On fait pousser du poivron en serre l'été, mais l'hiver, faire pousser du poivron avec l'éclairage artificiel, ça marche pas. On s'est dit, ben, nous, Solume, on recrée la lumière naturelle du soleil, on va être capable de faire pousser des poivrons avec notre système d'éclairage. Donc, on rentre en pleine pandémie, 2020. On a présenté le projet du côté de TDDC, qui est une fondation canadienne pour le développement durable. On a une subvention, puis on part à la recherche d'un producteur qui va avoir la même vision. C'est quelqu'un qui va vouloir relever le défi. Puis c'est là où, à ce moment-là, à l'automne, septembre-octobre 2020, on déploie en Ontario, dans le sud de l'Ontario, à Kingsville pour être précis, 4 âges de serre avec notre système d'éclairage intelligent. Puis ben nous, on arrive vraiment, Solume, on n'est même pas 20 personnes à ce moment-là. Je dirais, on est... pour donner un peu l'image, on est une bande de boys scouts en Bermuda, là, tu sais. On n'a jamais déployé 4000 lumières. Notre plus gros déploiement, c'était 40 lumières. Ça fonctionnait en local. Là, on avait une plateforme qui fonctionnait avec à travers l'Internet, puis à travers l'info nuagique et tout. Mais on travaillait avec Gene Ingrata, puis lui, il nous avait dit, si tu me fais la lumière du soleil d'été, que j'ai normalement ici au mois de juin, si tu me fais ça au mois de janvier, moi, je vais être capable de créer le reste des conditions climatiques qu'on va réussir à faire ensemble des poivrons. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc, tu sais, c'est une histoire courte où on déploie, il arrive, tu peux imaginer tous les défis qu'on peut avoir avec la pandémie, l'approvisionnement, l'équipement qui arrive de Chine, une grève au port de Vancouver, les câbles sont pognés là-bas. Mais finalement, mi-octobre, le système d'éclairage se met en marche. Les lumières se mettent à ajuster. Il y a des senseurs qui analysent la lumière naturelle qui rentre, qui font toute la compensation. Puis là, ben, on est accroché aux lèvres de Gene pour savoir si ça va fonctionner. Et puis, ça a fonctionné. Alors, il y a des images fantastiques qui sont sorties de là. J'ai Jenny qui est ici au marketing, qui fait un travail phénoménal, justement, à mettre de l'avant ce succès technologique-là qu'on a fait. C'est vrai, on est très fiers, mais on n'a pas réalisé encore on a une fierté intrinsèque. C'est wow, c'est un gros défi technologique. C'est un gros pari de faire pousser des poivrons en hiver. On a réussi, on est fiers de nous. Mais un moment qui nous a permis de réaliser l'ampleur de ce qu'on avait accompli, c'était au mois de juin 2021. Solume, on a un petit coin du pavillon du Québec puis du Canada à un salon qui s'appelle Green Tech. Alors, Green Tech, c'est le gros salon annuel de l'industrie séricole. Hein, ça se passe en Hollande, à Amsterdam. La Hollande, faut comprendre que c'est la Silicon Valley des technologies en serre. C'est le pays le plus avancé technologiquement. Donc, pour nous, on a une opportunité dans le pavillon, supporté par le pavillon du Canada et du Québec, d'avoir un petit coin, une petite table. On met nos luminaires là, mais bon, là, on va aller montrer aux gens qu'est-ce qu'on a été capable de faire. Et ça se déroule bien. Tu vois qu'il y a des gens qui passent, qu'il y a de la curiosité, mais là, tout à coup, moi aussi, je me promène, je visite, puis je rentre dans des kiosques de d'autres compagnies. Puis là, il y a quelque chose qui m'étonne, tu sais. Je vais me présenter, puis je rentre, je me rappelle encore de la compagnie, c'est un fabricant de serre hollandais. Immense, tu vois que les autres, là, c'est déjà rendu une grosse compagnie, ils ont le gros kiosque. Puis, j'arrive pour me présenter, puis il me serre la main, il dit « Salut Louis, félicitations ». J'ai dit « Attends une minute, parce que je suis pas sûr qu'on s'est déjà vu, Il dit « Ah non, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais toi, je te connais, ce que vous avez fait, c'est phénoménal, félicitations ». Wow. Alors là, je dis « Mon Dieu », je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Puis là, ben, c'est lui qui dit « Ben écoute, vous avez réussi ce que tout le monde tout le monde pense va être le futur. Vous avez réussi ce sur quoi plusieurs se sont cassés les dents avant. Alors, c'est exceptionnel. » Alors là, je te dirais que là, j'en ai une grande fierté. Puis, le lendemain, je me retrouve que je suis assis avec le directeur général de la division horticole de Philips. Donc, Philips, c'est une grande compagnie, on la connaît, mais c'est la plus grosse compagnie au niveau de l'éclairage horticole. Et puis, Edwin qui est là, qui me rencontre,
je pense que c'est là où ça vient un peu rejoindre la philosophie de Solume. Il dit, c'est beau, vous allez voir votre kiosque, c'est assez impressionnant, qu'est-ce que vous faites? Pose quelques questions, je fais attention à mes réponses, hein, c'est quand même, faut pas tout donner ses secrets. Je dis, comment vous avez réussi? Fait que là, j'ai dit, écoute, Edwin, il dit, Solume, toutes nos présentations commencent par une citation de Albert Einstein. Il dit, regardez la nature et ça va vous permettre de mieux comprendre bien des choses. Puis ça a été un peu à la genèse de Solume où on innove, mais la nature est là depuis des milliers d'années. Puis avant de penser qu'on est capable de tout réinventer, puis c'est ça que je dis à Edwin, il se dit, quand on a réussi à déployer le plus grand système d'éclairage intelligent dans une serre, il dit, dans ma compagnie, à ce moment-là, j'ai personne qui avait développé des équipements d'éclairage LED avant. J'ai personne qui avait travaillé en serre avant. J'ai pas d'agronome pour dire, hey, telle lumière, c'est bon pour telle chose. Il dit, mais on a la plateforme qui permet de reproduire la lumière naturelle du soleil, qui permet de l'ajuster. Puis je l'ai mis entre les mains d'un agronome qui, lui, a exploité les capacités du système. Puis ensemble, on a fait ce que tous les autres n'avaient pas fait avant. Ça devait être un moment assez important. Et parle-nous des répercussions, parce que j'imagine qu'une présentation de la sorte, qu'une étude de cas de la sorte même devient un peu ton porte-étendard pour la business future. Comment ça s'est transformé même en contrat, en développement d'affaires pour l'entreprise? Est-ce que tu serais prêt à dire aujourd'hui que ça a été un petit peu le point de démarrage de Solume de manière accélérée? Oui, définitivement. C'est un point d'inflexion important. Je te dirais, mais tu sais, c'est pas. En même temps, il faut être lucide. Hein, c'est pas. On a réussi quelque chose qui est unique, qui est grandiose. Faut être fier, mais c'est seulement la première étape dans un cheminement qui est plus long. Mais ça nous a donné énormément de crédibilité. Et puis à partir de là, ce qui a été important, c'est d'avoir de prendre du recul. Ce qu'on a fait à ce moment-là, à l'été 2020, c'est OK, on est rendu là. Maintenant, reprenons du temps avec mon équipe, puis tout ça a été maintenant pour les 5 prochaines années, qu'est-ce qu'on veut? Là, finalement, qu'est-ce qui va faire que, dans 5 ans, on veut que Solume, ce soit un des leaders mondiaux de l'éclairage horticole. On veut avoir redéfini l'éclairage horticole avec notre système d'éclairage dynamique. Il dit qu'est-ce qu'on doit faire si on veut se rendre là. Ça nous a permis, cette confiance-là qu'on a acquise avec cette réalisation-là unique, nous a permis à ce moment-là de juste pas de transformer notre plan d'affaires, mais de l'ajuster avec une série de décisions, puis une stratégie bien établie pour nous permettre justement d'être rendu où on est aujourd'hui, puis d'avoir une vision claire de la croissance qui va faire que Solume, d'ici 2006, va être un joueur dominant de l'éclairage. Fascinant. Et bon, peut-être on pourrait parler un peu de financement ici, parce qu'on s'entend, c'est des projets importants. C'est pas simplement d'aller chercher des talents, mais c'est également un travail où est-ce que vous devez bâtir de l'infrastructure, il y a du matériel. Comment vous abordez ça aussi? Parce que j'ai vu jusqu'à maintenant, vous avez levé environ 40 millions de dollars canadiens pour aller chercher cette prochaine phase de croissance-là. Est-ce qu'on considère qu'il y a encore beaucoup de capital à aller lever pour vraiment aller au bout de notre vision? Je te dirais que là, aujourd'hui, ta question, je vais la reprendre un peu par étapes, puis je vais m'en venir là. Ce qui était important, c'est après notre première réalisation, c'est de renforcer notre positionnement. On avait en 2020, ça nous a permis de lever une ronde de 3 millions. Donc, on avait déjà levé 1 million en 2017, qu'on nous a eu de façon très, très responsable à faire nos projets pilotes. Donc là, en 2020, la démonstration qu'on fait nous permet de lever à 3 millions. Là, on va chercher un 6 millions de plus parce que la prochaine étape pour nous, c'était de créer une base solide pour l'accélération de la compagnie. Cette base-là solide, c'était l'efficacité opérationnelle. Donc, jusqu'en 2022, on voulait s'assurer que tout notre processus d'approvisionnement, la coût de fabrication du produit, la distribution du produit soit vraiment d'une efficacité telle qu'on ait une solution compétitive dans le marché. Parce que en développement technologique, là, je le disais plus tôt, on peut régler tous les problèmes. Et c'est parce que
Si tu as un problème à 100 pièces puis ta solution elle coûte 1000 pièces, ben tu vas rester pogné avec ton problème. Bien sûr. Solum, on offre la solution d'éclairage qui est la plus sophistiquée, qui va permettre une pérennité future, qui va permettre d'accélérer la souveraineté alimentaire, le développement des économies locales, etc., etc. Mais c'est une solution qu'on s'est assuré à développer pour qu'elle soit économiquement compétitive aussi. Donc, c'est ça qu'on a travaillé de 2020 à 2022. C'est de démontrer que notre technologie n'était pas unidimensionnelle, c'était pas juste le poivron. Donc, pendant ces années-là, ça a été d'aller signer des projets où on démontre, même si nous, on en était convaincus. Si on est capable de faire pousser des poivrons, on peut faire pousser n'importe quoi. Mais les gens sont comme ça, il fallait avoir une démonstration tangible. Mais là, aujourd'hui, nos clients font de la tomate, des concombres, de la laitue. On a des clients qui sont dans la fleur, les fraises. On a des clients qui font pousser des agrumes. Toutes ces choses-là. Donc, là, tous ces éléments de démonstration sont là. Puis là, en 2022, là, on avait tous les éléments. On disait, regarde, on a un gros marché devant nous avec des clients, avec de la démonstration. On a des études des cas, on a du data, on a la capacité manufacturière. Ce qu'on a besoin, c'est de capitaux pour supporter là-dedans. Donc là, en décembre 2022, on a sécurisé un 30 millions avec un fonds de private equity dans le développement durable qui a compris notre vision. C'est ça, c'est important. Si tu veux avoir de l'hyper-croissance, si tu veux croître, il faut aller chercher des partenaires financiers qui sont là, oui, parce qu'ils veulent du rendement pour leur investissement, mais parce qu'ils ont la même vision, qu'ils ont la même passion que toi. Donc, pour revenir à ta question, ce 30 millions-là va permettre à Solum de croître extrêmement rapidement au cours des 4 prochaines années, de se donner la structure financière pour que on puisse se concentrer sur le développement de la compagnie. On n'avait pas besoin de 30 millions à ce moment-là, mais l'opportunité s'est présentée que j'ai vu là une occasion de pouvoir sécuriser l'assise financière pour que moi puis les autres membres de mon équipe, on puisse travailler à développer la compagnie et qu'on ne soit pas constamment en financement. Donc, c'est un 30 millions qui nous permet d'atteindre la pérennité, de la croissance, de la profitabilité pour devenir ce joueur-là dominant dans l'éclairage horticole. Est-ce qu'il va y avoir une autre ronde de financement de Solum? Peut-être, mais ça, on va voir plus en 2025, 2026 où on est rendu, puis est-ce que dans notre plan d'affaires, à ce moment-là, nos ambitions passent à un autre niveau, puis à ce moment-là, on va aller lever d'autres fonds. Mais là, je te dirais qu'on a la structure avec les partenaires financiers, l'équité, puis là, on est en train de structurer de la dette autour de ça pour bien accompagner le cycle des trésoreries dans le cycle de développement des affaires, qui fait que celui on est vraiment dans une position extrêmement solide, puis pour moi, qui est confortable dans le sens où je sens que je peux vraiment me donner à fond sur le succès commercial de l'entreprise. Et c'est quoi qui vous attend? Les 12, 24, 36 prochains mois, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de vous? On a vraiment un plan très agressif d'ici 2026 pour les 3 prochaines années pour accroître finalement notre position. Donc, 2026, Solum est devenu le leader de l'éclairage en scène au niveau de l'éclairage dynamique. Donc, on prétend pas que l'industrie au complet mondiale va être rendue à utiliser de l'éclairage dynamique, mais il va y avoir une tendance lourde vers l'éclairage dynamique. Et le leader qui va être à la fine pointe de ça, qui va mener la charge, ça va être Solum. On va être reconnu comme étant une plateforme justement facilitatrice qui permet d'accélérer la transformation. On va avoir un rayonnement international, une position dominante sur le marché nord-américain. Tu parlais au début de l'appel. On a aujourd'hui 100 arbres sous éclairage. Tu as 40 000 pieds carrés de l'arbre. Donc là, 100 arbres, tu fais 100 fois 40 000 pieds carrés. D'ici 2026, on va être rendu au-delà de 500 arbres d'éclairage probablement. Avec nos clients, principalement ici en Amérique du Nord, mais avec des percées qui se passent déjà en Europe, puis ailleurs dans le monde. Donc, on va être en train de réfléchir à la prochaine vague. Là, on s'est bien occupé des plantes. Est-ce que c'est le temps pour Solum de commencer à adapter sa solution pour le bien-être animal? On a beaucoup d'élevage.
ce soit la production laitière, la production aviaire, la production porcine. Puis, pourquoi pas de l'éclairage santé humaine? J'en parle encore en fin de semaine. Il y a plein de situations, j'étais avec des amis, il y a plein de situations de contexte où avec un éclairage de qualité, l'humain se sentirait mieux, que ce soit au niveau des écoles, faciliter l'apprentissage avec le bon éclairage au bon moment, que ce soit faciliter ou améliorer la récupération en milieu hospitalier, ou que ce soit simplement pour le bien-être de tout un chacun en plein hiver quand il s'est pas bien soleil. Assez fascinant, inspirant même tout ça, je dirais, Louis. Et peut-être pour terminer, des petites questions plus personnelles. Tu es en affaires depuis longtemps. Tu as inspiré beaucoup de gens. Qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a un livre qui aurait marqué ton imaginaire plus qu'un autre? Un livre qui m'a inspiré d'un point de vue professionnel? Business, ouais. Il y en a deux qui m'ont inspiré. Je trouve ça intéressant que tu me poses la question. J'ai tardé à lire des livres du type professionnel. Je lisais plus les livres de la littérature pour déconnecter. Mais il y a deux livres qui m'ont marqué, par contre. T'as Good to Great. C'est très inspirant parce que, bon, c'est un contexte d'entreprise dans lequel il est écrit, mais tu peux l'appliquer à plein de choses. Hein. Et puis, qu'est-ce qui a fait la différence entre des compagnies qui étaient bonnes, mais qui sont jamais devenues great? Puis, moi, dans le fond, c'est tout le temps ça à quoi j'aspire, tu sais. Puis, avec mes employés, avec mon équipe ici. Tu sais, Solium, nous, on a des grandes aspirations. On a la capacité de le faire. Mais tu te rends compte que les compagnies qui ont réussi, il y a des communalités. Dans Good to Great, tu vas les voir. Il y a une discipline. Il y a une clarté pour tout le monde au niveau de qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va. Puis je te dirais que ça, même moi, dans ma façon de gérer, ça l'a influencé comment j'approche la gestion de l'entreprise, comment je veux jouer mon rôle de leadership. Donc, je disais, ça a été... il y en a d'autres aussi, là, mais ça, c'en est un. L'autre, c'est Measure What Matters. Ça aussi, c'est très intéressant. Pour Good to Great, c'est vraiment dans l'organisationnel, le plus sociologique, je dirais. Là, ben, le Measure What Matters, ben là, c'est le pragmatique. C'est bien le fun d'avoir des belles idées puis des grandes affaires, mais après ça, faut que tes structures... Je veux dire, tu sais pas ce que tu mesures pas, tu peux pas connaître ton progrès, puis quand tu commences à le faire, ça amène une discipline qui est éclairante. Et puis, je dirais, pour l'instant, c'est mes deux grandes inspirations. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? Ben non. J'aimerais ça te dire oui. Probablement comme les livres, je devrais me mettre là-dessus. J'ai un des membres de mon équipe de direction aussi qui en écoute, puis qui régulièrement, tout à coup, il m'arrive, « Hey, j'ai entendu telle chose et telle chose. Je vais me mettre à ça. » Résolution 2024. Voilà, résolution 2024. Intéressant. Et bon, la routine du président, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais dans tes journées sur une semaine au complet? À quoi que ça ressemble? Moi, j'aime ça être au bureau. Je dirais, le matin, il y a des gens qui sont matinaux et tout ça. Moi, je vais être franche, je vais raconter pas d'histoire. Je suis pas quelqu'un de matinal. Je suis plus comme un... Fait que le lever, il est là. J'ai une petite routine chez moi qui est très simple, là, mais tranquillement, je vais faire mon bon café. J'aime savoir mon journal papier. Hein, écoute, on passe nos journées à l'écran, on lit toujours à l'écran. Bien sûr. Simplement lire quelques nouvelles, de savoir qu'est-ce qui se passe, d'être un peu à l'affût. C'est comme ça, je te dirais que je m'active tranquillement les neurones. J'aime après ça me rendre au bureau en transport en commun. J'aime ça. Je m'en viens en métro. C'est comme, je sais pas, sentir plein de monde qui bouge, qui s'en vont. Votre bureau est au centre-ville de Montréal? Oui, notre bureau est dans le Vieux-Montréal. Donc, je descends, je sors à soit Victoria, je marche quelques fois. Puis, j'arrive au bureau, je m'installe, je vais me chercher mon café. J'aime passer à travers le bureau. On a une forte présence au bureau. J'aime ça créer un environnement que les gens ont envie d'être là. On vient de déménager justement pour ça, de donner plus d'espace, plus d'air. J'arrête de dire bonjour à un, à l'autre, quand c'est lundi, qu'est-ce qui s'est passé, de prendre des nouvelles. Puis après ça, ben les choses s'enclenchent. Mais ça, c'est ma routine. Donc, pendant la journée, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner tout le monde, m'assurer que personne n'a de blocage. Moi, je suis convaincu que les 50 personnes que j'ai, c'est les 50 meilleures.
Je veux m'assurer qu'il n'y a rien qui les empêche de performer, d'avancer, qui les bloque. Je suis là pour unlocker, débarrer toutes ces choses-là. Puis en fin de journée, ben c'est là où je fais mon travail. Je vais faire mes suivis, les dossiers que j'ai à monter, etc., etc. Grosso modo, ça ressemble à ça, une journée. Ben écoute, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent sur le podcast qui me disent constamment qu'ils ont de la misère à travailler de chez eux, qui vont au bureau. On dirait que c'est un point qui revient beaucoup. C'est intéressant. Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est totalement fascinant ce que vous faites. Ta carrière est très inspirante. Les aspirations que vous avez également chez Solum pour révolutionner littéralement la catégorie de l'éclairage. Tu m'as donné l'expression la dernière fois et je vais la partager avec notre audience. Vous êtes dans le SaaS businesses, mais ce qu'on pourrait considérer le Sun as a Services plus qu'un Software as a Services. Donc, clairement, une nouvelle catégorie qui émerge grâce à vous. Donc, félicitations pour tout ça. Si on va en apprendre un peu plus sur vous et qu'on veut vous rejoindre, meilleur endroit? Meilleur endroit, ben écoutez, c'est vraiment pour comprendre plus dans le détail qu'est-ce qu'on fait sur notre site web, évidemment. C'est une belle bibliothèque d'informations. On met nos produits de l'avant. Il y a toute une section avec nos études de cas qui c'est bien vulgarisé, qui vont permettre à n'importe qui de pouvoir dire wow, comment Solum, avec son éclairage, permet d'améliorer la morphologie des plantes et tout ça. Puis après ça, ben LinkedIn puis Instagram, on met de l'avant beaucoup de choses où justement, ça va permettre de gens de voir, on parle d'une technologie qui va finir de transformer le monde agricole. Ben, ça se passe ici au Québec. Hein, des fois, il y a des grandes innovations qui se sont passées ailleurs, mais ça passe ici aussi. Donc, écoute, ma mère me suit sur LinkedIn, elle trouve que c'est comme ça que je suis capable de savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Yes, Donc, on adore ça. Ben écoute, on mettra des liens dans les notes de l'épisode, donc les gens vont pouvoir y avoir accès. Louis Brun, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, je le répète, discussion totalement fascinante et inspirante. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.